On va commencer ce Dash Foot par un truc qui m'a fait crier parce que lui aussi a crié. Une image affreuse, une image horrible. J'en ai fait un Reels et une vidéo hier sur TikTok et sur YouTube en shorts parce que catastrophe. Neymar, sa rééducation, ils l'ont fait hurler à la mort. Alors, vous savez très bien que dans le brancard, j'ai interviewé beaucoup de spécialistes qui, notamment, s'occupent, eux, entièrement depuis 10-12 ans de rééducation des ligaments croisés. Avec aucune rechute, alors qu'il y a beaucoup de rechutes dans les croisés, avec une expertise pour dire que c'est pas forcément la chirurgie qui compte parce qu'elles sont toutes plutôt bien faites, mais la rééducation, qu'il ne faut pas forcer une flexion, il faut attendre que l'œdème diminue. Il faut se concentrer sur la cicatrisation. Il ne faut pas mettre de glace, sauf en cas d'extrême douleur au réveil après opération. Il faut que le corps se focalise sur la rééducation. Et avec ces résultats-là, ils reviennent à très haut niveau pour les sportifs, parce qu'à la base, cette technique était surtout pour les cadres supérieurs, les travailleurs, tous ceux qui ont besoin de travailler et qui ne peuvent pas être immobilisés trop longtemps, les gens à leur compte, etc. Et donc, aujourd'hui, les sportifs de haut niveau peuvent bien sûr en bénéficier. Et il y en a plein qui en bénéficient, hockey, tennis, badminton, etc. Dans le foot, ça reste un truc un peu fermé, il y en a qui ont utilisé, mais pas les plus grands joueurs. Et c'est un truc de fou. Je vais vous montrer les images. Neymar, alors ça m'a valu un message sur Instagram de Paulo César, l'ancien joueur du PSG qui est au PSG maintenant, pour me dire non, mais ça va pas, son kiné est excellent. Je ne remets pas en cause, vous allez voir les images, le travail du kiné. Ce kiné doit être excellent. Sauf que la rééducation des croisés, c'est très spécifique. Et désolé, mais par rapport aux protocoles qui permettent de revenir le plus tôt possible aujourd'hui dans le monde, ça va à l'inverse. C'est pour ça que je me permets, au nom des spécialistes qui s'en occupent, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, etc. C'est pas le problème. Je fais de l'information pour vous dire qu'il y a des moyens qui existent aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on voit tout le contraire sur un mec comme Neymar, qui peut-être qu'on comprend mieux sa carrière avec son incapacité à revenir de pas mal de grosses blessures dès le FC Barcelone. C'est pas possible. Alors ok, ils sont sursollicités, ils ne font plus confiance à personne, ils restent dans leur moule familial, etc. et d'amis. Là, il y a un problème. Là, aujourd'hui, il suffit d'aller voir des vidéos, des pignons sur rue pour voir ces méthodes de rééducation pour revenir plus tôt et ça va à l'inverse. Regardez ces images, c'est presque insoutenable. Hein. C'est 30 secondes, difficile à regarder. Non, mais j'arrête. Quelle idée de diffuser ça, d'être à 3 sur lui. Si il a mal comme ça à la flexion, ça veut dire que l'œdème n'est pas réduit et la cicatrisation ne va pas continuer à se faire correctement avec risque de rechute, etc. C'est ce qui est dit par tous ceux qui ont un protocole qui permet aux joueurs de déjà refaire du sport en un mois. Neymar en a un mois, je suis pas sûr qu'il doit être en un mois après les croisés actuellement. Je suis pas sûr qu'il refasse du sport. Et lui, il est prévu donc qu'il revienne en 8 mois, quelque chose comme ça. On est donc au double de temps avec ce type de technique. Et je respecte totalement ces kinés, encore une fois, leur travail, etc. Mais ces images sont difficilement écoutables. Voilà, bref. Neymar, encore une fois, là, déçu. Vous savez comme j'apprécie l'artiste sur le terrain. Mais là, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. C'est pas possible d'être entouré comme ça et de faire ce type de technique. J'espère qu'ils ne font pas que ce type de choses. Il doit y avoir de très bonnes techniques autour de ça pour le faire revenir. C'est pas possible. Bref, voilà, petit Midi Express sur Neymar. Je voulais passer sur ce moment difficile. C'est pas possible, en tout cas, de voir ça. Les petites blagues sur Madmick, peut-être qu'il simule, ce serait pas la première, etc. Ah, ça va qu'on est entre nous, hein, qui ne regarde pas, mais il a une famille, hein, il a des amis, il a des enfants, hein, c'est les amis. L'équipe de com de Neymar, ouais, en tout cas, c'est une catastrophe. Comment, même si tu fais ça, même s'il souffre, mais c'est quoi le message que tu envoies là? C'est regardez, il souffre pour revenir. Mais on n'est plus dans les années 90 où les mecs ils se faisaient péter la jambe, ils ne jouaient plus au foot de leur vie, ils ne pouvaient plus marcher sauf en boitant. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Raymond de TPMP, le kiné ou quoi? Ah, je lui enverrai à mon pote Cyril Abou. Je lui enverrai à mon pote Cyril. Il y a un petit quelque chose, il y a un léger quelque chose. Il n'y a pas un footballeur qui a utilisé ta technique pour revenir en 4 mois, donc bon, c'est que c'est pas terrible. Ah bah, tu te trompes complètement, il y a plein de footballeurs qui l'ont utilisé. Tu vas aux 4 coins du monde, il y a des footballeurs qui l'ont utilisé. Tu vois. Visca Barça, encore une fois, une phrase, une affirmation dans le vent, sans savoir. Pourquoi balancer des trucs sans savoir? C'est assez incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Bref. On passe sur Neymar parce que c'est pas possible toujours, tout avec les techniques qui existent. Bref, depuis 10-12 ans, je le rappelle, c'est pas des techniques qu'on 6 mois et maintenant qui sont largement crédibles, carrées, et je ferai pas la promotion d'un truc que je ne connais pas, puisque des proches à moi l'ont utilisé,
des potes footballeurs à moi l'ont utilisé, sur des sportifs amateurs et ils sont revenus au sport. Alors, c'est pas à très haut niveau, mais bien plus vite que ça. Bref. Parlons peu, parlons bien. C'est le Dash Foot 13h01. La Super League obtient gain de cause. Le football européen va être bouleversé, les amis. On en parle aujourd'hui dans ce Dash Foot. On est en direct sur Twitch parce que c'est quelque chose de fort. Avant de faire le bilan mi-saison de la Ligue 1, c'est quelque chose d'énorme qui s'est passé ce matin. Je l'avais annoncé sur Twitter du cataclysme qui allait s'enchaîner. Et en effet, la Super League est là. Alors, il y a le compte de la société qui gère la Super League qui a un petit peu confirmé tout ça ce matin avec une conférence de presse qui a eu lieu à midi. Et parmi les choses annoncées, donc la commission, donc la Cour de justice européenne a déclaré un petit peu comme annoncé que la football ne passait pas au-dessus des règles de concurrence et que l'UEFA ne pouvait pas, avec la FIFA, avoir la main mise sur le foot. Si certains voulaient organiser des compétitions, ils en avaient le droit. Donc, les amis, on a en effet je regarde les commentaires magnifiques, la veste, Fred, et également bienvenue à toi. On a donc une situation où la Première Ligue revient en force parce que la concurrence et légal existe. Ils attendaient cette décision de justice. Sauf que derrière tout ça, certains disent attendons de voir ce qui va se mettre en place, attendons de voir ce qui va se passer à ceci, cela. Je vous comprends. Sauf que j'ai déjà pas mal de détails, plus la conf qui a eu lieu aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec la Super League? La Super League annonce déjà un premier gros truc qui fait mouche auprès des fans. C'est une plateforme type Netflix. Vous voyez ici, ils ont déjà diffusé une première vidéo là-dessus. Gratuite. Vous pourrez voir tous les matchs de la Super League gratuitement. C'est ce qu'eux annoncent à travers le monde entier. Vous pourrez voir tout ça. Donc ça, c'est déjà un rebondissement incroyable, alors qu'on le voit avec la Ligue des Champions, avec les championnats nationaux, les diffuseurs, les télés tirent la langue, n'arrivent plus à suivre, etc. Pourquoi? Parce que déjà, derrière la Super League, il y a toujours l'ombre de l'Arabie Saoudite, donc de puissants fonds. L'ombre de renverser la table du monde du football qui a trop fonctionné de la même façon autour de l'UEFA. L'ombre des grands clubs, Barça, Real, Juve, qui ne veulent pas se laisser dépasser par les clubs États. Voilà, ils refusent ce changement de paradigme et du coup, qui souhaitent se faire aider d'entités autres comme la Super League pour continuer à gagner beaucoup d'argent et rivaliser. Voilà, ce sont des commerciales, ils utilisent tous les moyens possibles pour cela. Donc, vous voyez ce compte A22 Sport sur Twitter n'a pas arrêté depuis la matinée de communiquer sur le sujet. Donc, on aura droit à une nouvelle plateforme de diffusion gratuite. On aura le droit à une Super League à partir de 2025-26. Depuis 6 mois, je vous l'ai déjà dit, au mois de juin, il y avait donc le lobbying intense, des rendez-vous dans tous les grands clubs, de passage donc dans tous les grands clubs des membres de A22 Sport là, pour savoir quelles étaient leurs préoccupations principales, savoir ce qu'il fallait améliorer. Ils ont bien compris au niveau Super League qu'ils s'étaient complètement plantés au niveau de la communication, au niveau de cette ligue fermée en mode États-Unis, que ça n'irait pas comme ça. Donc je crois, mon avis là-dessus, vous allez me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, c'est qu'on est aujourd'hui à l'aube presque en fait d'une main tendue UEFA Super League et qu'ils vont finir par devoir s'entendre parce que c'est un truc de fou. Là, ils annoncent, donc ça c'était un message il y a 15 minutes, que ce sera l'European Super League sera une compétition structurée en pyramide avec 64 clubs répartis en 3 divisions avec des phases de groupe, bref, ils vous expliquent tout ça à nouveau comme dans une vidéo. Divided into 3. Tout a été préparé depuis de nombreux mois. Ils s'attendaient bien sûr à cette décision de justice européenne. L'UEFA aussi sans doute. Alors Longoria, par exemple, ce matin, en conf, a fait celui qui a attendu la décision pour se réunir en rendez-vous avant sa conf de presse pour savoir ce qu'ils allaient dire là-dessus. Non, tous les dirigeants savaient déjà à peu près ce qu'il y allait. Andalous et Inspecteur Gadget, bienvenue à vous parmi les abonnés du Dash Foot. Et tous les dirigeants savaient à peu près ce qu'il allait en être. Et le cataclysme que ça allait être. Voilà, et l'importance des revenus qui arrivaient. Parce que tout homme a un prix, quoi qu'on en dise, même si on est des romantiques. Tout club, toute société a son prix. Et donc, l'argent amené aujourd'hui par l'European Super League
dépasse l'entendement. Sur les chiffres exceptionnels, les clubs peuvent difficilement dire non. Ceux qui peuvent le plus négocier sont ceux de la première ligue. Mais une fois que tous les autres championnats auront dit bah nous on y participe, on ne peut pas faire leur première ligue tout seul dans leur coin, même si les championnats nationaux existent toujours, hein. Et l'European Super League va essayer de prendre le pas. Alors, est-ce que c'est la fin de la Ligue des Champions? Est-ce que l'UEFA va s'écraser à ce point? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont pas tous se mettre ensemble pour discuter et faire au mieux? Parce qu'on l'a vu dans le basket, hein, FIBA, Euroleague, etc., tout le reste, il y a eu des cataclysmes dans ce genre. Là, on est dans le foot, le sport le plus suivi au monde. Donc, on le voit, il y a toujours la Domestic League, il y a toujours l'European Super League, et il va y avoir donc de la mobilité. On veut inclure tout le monde. Les riches prêtent aux pauvres, les pauvres jouent avec les riches. On essaye d'inclure tout le monde. Voilà le changement fondamental en 1 an et demi. Ils ont bossé parce que sur les premières moutures, à part acheter des bots et des trolls et de faire une armée numérique pour essayer de dire la Super League c'est génial, ça n'avait pas trop marché et on était d'accord là-dessus. Là, je crois qu'on est au début d'une modification profonde du paradigme du football. Karim Kouadé, bienvenue à toi parmi les abonnés. On parle Super League actuellement. Je vous montre les dernières choses là, qui ont été mises en place et annoncées. Également, ils ont annoncé de la nouveauté pour le football féminin avec une compétition pareil féminine bien plus excitante et beaucoup plus puissante, puisque là ça marche un peu aussi n'importe comment. Bref, il y a un communiqué de presse suite à une conf de presse à midi qui a été diffusée donc à midi et demi. Bref, voilà, ils veulent en tout cas continuer de dialoguer avec tous les clubs de foot, dialoguer avec l'UEFA, et on est au début de quelque chose de nouveau à mon avis pour nous passionnés, fans de foot, etc., etc. Voilà. Le champion de la Super League gagnerait combien d'argent? Ça, je peux pas te le dire encore exactement. Ça n'a pas été dévoilé, mais c'est des sommes énormes et on parle de milliards dans la balance. Alors pas par club, hein, mais pas de plusieurs milliards par club, mais en effet d'une manne financière exceptionnelle. La Ligue des Champions, il faudra avoir les discussions parce que honnêtement, il y a un truc, c'est que là, avec ce nouveau projet, c'est séduisant pour tout le monde. Les supporters diffusion gratuitement des matchs, les clubs, beaucoup d'argent. Il y a un moment, il peut y avoir des réfractaires, il n'y a aucun problème. Et j'ai jamais été pro ou contre pro ou anti Super League. Mais là, la prochaine Ligue des Champions qu'on nous annonce, prochaine ou dans 2 ans, honnête, à quel moment ça vous a séduit? À quel moment vous avez compris quelque chose? La poule, là, tous les clubs qui ne s'affrontent pas, ça veut dire qu'il va y avoir des tirages au sort qui vont en agacer plus d'un. Bref, truc de fou. Personne s'y attendait à la Super League, dis donc. Bah si, ceux qui avaient suivi le Dash Foot et mon compte Twitter, normalement, ils savaient que ça allait bouger. Il y a des choses qui allaient bouger. Il y a des clubs français qui voudraient y participer. Alors, Pablo Longoria a nié ça, mais vous pouvez. Alors, il y a Paris donc qui est fortement engagé auprès de l'UEFA, donc on va voir jusqu'à quand Nasser El Khelaifi reste fidèle à Séphérine et comment ça se passe, s'il mène lui la fronde anti-Super League ou pas, on va voir. Il y a Florentino Pérez qui mène en tout cas bien sûr la Super League. Les clubs français qui voudraient y participer, bon, avec l'avenir que vous connaissez déjà, ceux qui suivent le Dash Foot de l'Olympique de Marseille, vous voyez exactement qui finance la Super League, qui fait financer l'OM. Bon, voilà, vous avez compris. Mais Longoria qui nous dit qu'aujourd'hui, ce matin, l'OM ne fera pas partie, c'est tout à fait normal. Longoria est membre de l'ECA. Il en réfère donc à l'Association des clubs européens. Longoria, il ne va pas sortir du bois tout de suite alors que la décision vient de tomber. Chaque chose en son temps. Il ne pouvait rien dire d'autre à ce moment-là, ce matin. Il n'allait pas dire oui, ah bah nous on fonce. Tu connais pas les détails. T'as été contacté bien sûr dans les mois précédents, mais rien d'autre. Tu ne vas pas sortir tout de suite publiquement. Nous on fonce, mais on fonce sur quoi en fait? C'est pas le but là, c'est pas le but. Quid de la clause CVC avec le contrat LFP en cas de création de cette Super League? A priori, création d'une nouvelle compétition, c'est impossible que ce soit englobé dans le contrat CVC. On rappelle que le contrat CVC est un contrat entre guillemets à vie, quelque chose d'assez impossible et improbable et impensable avec une société comme la LFP qui est en délégation de service public, tutelle de la FFF, sous tutelle du ministère des Sports. Donc autant vous dire que quand vous avez un ministère au-dessus de vous, on claque des doigts et les contrats comme ça se dénonce. Enfin, tout le monde va s'entendre. Tout le monde va s'entendre et ça ira bien. J'ai pas trop de peur là-dessus. Salut Thibaut, dit Yannick. J'ai rêve d'une Ligue des Champions de l'époque TF1, Thierry Gilardi, beaucoup plus compétitif avec beaucoup de surprises. Comment ça, beaucoup plus compétitif? C'est-à-dire beaucoup de surprises et pas tant que ça, beaucoup de surprises. Hein. Les gros clubs arrivaient au bout et il y avait moins de clubs. Il y avait plus de déçus. Non, je sais pas. Après, oui, qu'on soit nostalgique, oui.
Mais explique-toi et dis-moi un petit peu exactement ce que tu en penses. Est-ce que ça change quelque chose pour la vente du club, Thibaut, la Super League? Non, c'est toujours sur les rails, ça change rien, c'est que des bonnes nouvelles, cher ami. Plus d'argent dans le football. Les gens qui aiment l'argent vont être contents d'avoir plus d'argent. Voilà, les amis. Thibaut, à défaut de donner des dates, au vu du grand nombre de sources, tu dois avoir au moins pouvoir nous donner la vraie raison du pourquoi la vente ne devient pas officielle. Non, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de raisons et que je ne tiens pas tous les tenants et aboutissants. Mais il y a des moments aussi, des moments où tu vas pas danser ça entre deux matchs. Il y a plein de moments comme ça qui font que peut-être que maintenant que tout est OK, que tout a été rendu OK, là, comme on en a parlé dans l'automne, que Canal+, David Verger ont annoncé leur truc. Peut-être qu'ils ont défini janvier intéressant par rapport à X raisons. Peut-être qu'ils ont défini déjà juin en disant voilà, on attend que cette saison balaye, on passe à autre chose de neuf en juin. Je ne peux pas vous dire. Il peut y avoir des raisons politiques, des raisons sportives, de dire nous, on ne reprend pas un bébé en cours de saison. Nous, il peut y avoir X raisons, donc c'est pas possible de te dire ça. C'est un chamboulement énorme pour les droits TV. Non ça va mettre plus de valeur sur certains clubs. C'est des voyants très positifs pour le foot européen et le football mondial. C'est possible que ça soit attrayant. Maintenant, la Super League devrait être, comme ils l'ont dit, diffusée gratuitement. Alors ça n'engage qu'aujourd'hui. Hein. Ça se trouve, dans un an et demi, quand ce sera diffusé, ils diront ouais, bah, c'est ce qu'on voulait, mais on peut pas. Vous connaissez la carotte l'inflation qui vous tombe dessus sans raison, là, bah, on verra dans un an et demi. Mais envisager la gratuité du football est une chimère. Non, sauf si tu as d'autres façons de payer, c'est d'autres façons de sponsoriser, d'autres façons de rentrer dans un écosystème créatif pour certains et rentable. Il n'y a pas que le à la carte chaîne payante qui fonctionnait. Il y a quand même beaucoup de formes de capitalisme qui existent pour rentrer de l'argent. Est-ce que ça va faire plus de matchs par saison? On verra. 2025-26, on verra. Voilà. Longoria n'est pas d'accord avec l'idée d'une Super League fermée, mais ce n'est plus le cas. Ben oui, pour ça que je vous disais qu'il ne peut pas se prononcer pour l'instant. Il était en conf pendant que la 22, la sport, donnait les détails. Et encore, il n'y a pas tous les détails. Donc rien ne pouvait que prendre du recul par rapport à ça là, ce matin en conf de presse. Elvis, bienvenue à toi parmi les abonnés du Lèche Foot. Merci à toi d'être sur TikTok. On est là sur Twitch en direct. On va montrer pas mal d'images. Le retour en force de la Super League. Je vous avais donné les indices. Je vous avais donné quelques tweets aussi à ce sujet. Et je vous en avais parlé il y a 6 mois quand il y avait le lobbying et la tournée royale en Europe pour séduire les clubs de foot. Et on y arrive. Et c'est un grand tournant majeur. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus largement dans ce Dash Foot avec une nouvelle plateforme de diffusion gratuite des matchs Super League qui l'annonce elle-même. Ça, c'est fort, ça, c'est du lourd. Allez, avançons sur le bilan de mi-saison de Ligue 1, sauf si vous avez d'autres questions Super League, mais vous voyez, je les réponses. Déjà, j'ai eu les infos pour vous les donner plutôt en avance là-dessus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On fait ce qu'on peut. Solo. On est solo. Bilan mi-saison de la Ligue 1, ça c'est intéressant de se le faire ensemble aujourd'hui. Les top flops de mi-saison avec tout ce qui s'est passé hier, tout ce qui s'est passé, le quadruplé de Kamori Doumbia, milieu de terrain de Brest, ces Brestois qui sont décidément exceptionnels. Les premiers pas d'Ethan Mbappé aussi en Ligue 1. C'est marrant, les deux frères Mbappé qui ont permis au parc de vivre un petit moment de fête parce que c'était tristouné encore le PSG de Luis Enrique qui ronronnait face à un Palo FC Metz. On viendra sur le match nul de Montpellier-Marseille également. Les amis, alors, les top flops de mi-saison de Ligue 1, on va se les donner, on va se les dire. C'est reparti pour l'OL, die Games, 3 victoires d'affilée. Je vous disais, avant ces 3 victoires d'affilée, que je voyais l'OL se maintenir avec les 4-5 recrues du mercato, avec cette équipe, avec Sage, malgré la défaite à Marseille, j'étais positif. On va le rappeler, au moment où ils étaient derniers. Et je vous disais, non, c'est possible. Lyon a vraiment d'autres armes que Clermont, que Metz, que Toulouse, que d'autres clubs, comme même Nantes. Voilà, je disais, donc vous ne voyez pas à ce point-là. Je ne dis pas qu'ils vont finir européens, loin de là. Mais de là à pas se maintenir, ça m'étonnait, surtout avec des recrues possibles au mercato de janvier. Donc, on va y revenir sur l'Olympique lyonnais dans un instant dans les top flops. On mettra bien sûr en flop. 11 matchs sans défaite pour Lens avant sa défaite hier face à Nice. On va y revenir aussi. Quelques images de la soirée à se montrer. D'abord, un truc.
vous savez que je suis pas le premier fan de Leonardo Balerdi. J'estime que c'est vraiment un remplaçant pour l'OM, que ça doit pas être un titulaire, faire militer. Il est dangereux après la 60e. Souvent, il a dégagé tellement d'énergie qu'il est plus lucide. Il y a eu beaucoup de choses à dire là-dessus et des fautes qui engagent son équipe. Et dans une position comme ça de défenseur central, moindre faute peut être très dommageable. Maintenant, que notre ami découpeur d'extraits en chef, Hal Forever, nous mette sur Twitter cet extrait pour dire regardez Balerdi, alors sans commentaire, hein, oui, Balerdi, il est énervant et tout, mais quand tu es défenseur central, que tu es en 1 contre 1 non-stop tous les matchs, forcément qu'il y a un moment, il y a un jour, tous les défenseurs se sont déjà fait un peu humilier. Pas besoin de remettre le couteau dans la plaie de Balerdi. C'est un peu tiré sur l'ambulance, c'est ce que je trouve. En tout cas, c'est pour ça que je vous montre cette image. Oui, super passement de jambes, petit pont. Il y a aussi un drame collectif sur cette action. C'est qu'aux abords et en pleine surface de réparation, vous avez une défense où les joueurs sont à plus de 5-6 mètres les uns des autres, puisque vous êtes capable de vous prendre un petit pont avec accélération sur 4-5 mètres sans qu'il y ait un seul coéquipier pour couper derrière. Ce n'est pas une défense collective, les amis. Surtout avec une défense à 3. Chacun doit couvrir l'autre. C'est impossible qu'en pleine surface, tu puisses prendre passement de jambes, petit pont. Que Balerdi, en plus, n'ait pas fait faute, c'est plutôt intelligent de sa part. Mais moi, ça me pose question surtout sur la défense collective des Marseillais. Et c'est cette image, j'irais plutôt pas Balerdi, mais où est la défense? Que fait-elle? Prendre un grand pont ou un petit pont mais en plus, c'est pas un petit pont sur 30 cm comme pouvait le faire Pastore ou Neymar ou autre. Hein. Là, on est sur un petit pont sur 4,50 m. Hein, sur un pointu, hein, le mec. Donc, c'est un très beau geste de l'attaquant montpelliérain. Maintenant, les Marseillais, là, le bloc équipe, il est où là? Derrière, si, c'est pas possible. Donc, juste, voilà, cette image, vous l'avez montré, il tire sur l'ambulance, c'est marrant, c'est Twitter, sa chambre, ok, mais collectivement, l'OM, moyen. On va se montrer quand même en belle image de la soirée. Le but de la soirée, non, il y en a eu un incroyable aussi de Doumbia, on va le remontrer. Le but de la soirée, il est fantastique. Ensuite, on monte le classement et on revient sur les top flops. La relance dans l'axe, oui, corps de marche, Balerdi, Kata, on le sait. Mais là, sur cette action-là, bon, voilà. Et chaque match, une cagade, le dit Tonton Béou, et il a raison. Le but de Kylian Mbappé, filmé depuis le Parc des Princes par un fan, supporter, regardez. Ouais. Quand vous voyez que Mbappé prépare comme ça son tir, regardez, là, on le voit là. Alors, il y a des doublements de Vitinha qui aident, du coup le défenseur est un peu perturbé. Les trois mettent les mains derrière le dos, c'est le premier truc auquel ils pensent. Mais monter un peu plus dessus, ils n'y ont pas pensé malheureusement. Et la frappe est magnifique parce qu'elle retombe fort. Et le but du coup sous cet angle est remarquable. Kylian Mbappé qui apprend à marquer, toujours pas de la tête, mais de l'extérieur de la surface. Petit à petit, vous voyez, ça progresse. Avant, il ne marquait jamais de l'extérieur de la surface. Magnifique frappe enroulée, ce but de Kylian Mbappé, qui a eu le plaisir de Noël ensuite de voir entrer son frère de 16 ans, bientôt 17, en pro pour la première fois de sa carrière. Donc ça, c'était du Kylian Mbappé pour la victoire du PSG face à Metz. On va y revenir. Les amis, on peut remontrer le but sur la passe de Kang In-lee, c'était l'ouverture du score de Vitinha. Magnifique offrande du Coréen Kang In-lee qui centre rentrant et c'est Vitinha en mode avant-centre à l'épaule en plus, bien accroché, qui marque du plat du pied. Joli but du Portugais qui est aussi avec Lucas Hernandez, je dirais, et Zahir Emery, dans le top 3 des meilleurs Parisiens de cette mi-saison. Et on reviendra, vous me direz si vous êtes d'accord ou quoi, on reviendra là-dessus. Les buts, complètement fous, quadruplés de Noël pour Doumbia, Brest, qui est la formidable équipe de ce début de saison. Et il est parti, et puis les célébrations sont incroyables. J'espère qu'il est parti, bien entendu, avec le ballon Kamori Doumbia, homme du multiplex, ça c'est clair et net, homme de la soirée. Très bon Vitinha, 5 buts. Quelle reprise de volée, nous dit Soriani98. Lens qui a perdu à Nice hier, 2-0 sur 2 buts de Mofi. Je ne vous ai pas montré les buts, mais ça c'est clair. Ta mise en demeure, c'est par rapport à ce que tu as dit sur la vente. Oui, j'ai révélé trop d'informations confidentielles, donc les avocats m'ont demandé de me taire, le secret des affaires, etc. Trop de rendez-vous dévoilés, Toutes les vidéos existent encore, hein, je vais les enlever. 2 mises en demeure pour avoir dévoilé une dizaine de vidéos, 2020, 2021 particulièrement, où je révélais trop de choses. Il faut pas. Voilà, porter atteinte. J'ai embêté certaines personnes. Ce n'était pas ma volonté. Thibaut, la convention supporter n'a jamais eu lieu. Je ne sais pas si ils se sont mis à table, en tout cas avec les supporters, pour apaiser les tensions. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, puisqu'une convention avait déjà été réalisée au moment où il devait y avoir une officialisation, comme par hasard, au premier semestre 2021. Bizarre, nouvelle convention à ce moment-là. Voilà, donc Régis Lebris va être démis de ses fonctions, dit Dams86. On voit qu'il y a beaucoup trop de buts encaissés. Il y a pourtant des joueurs
de talent, de valeur. Possible de voir les buts de Nice. On va essayer de regarder ça rapido. Terem Moffi est là dans les parages. Moffi avec le compte de l'OGC Nice. J'étais pas à 100%, a dit Terem Moffi. Yeah, very important for us to come back winning again, and I'm happy for the goals and for the victory. Very important. Obviously, I wasn't 100% because I had a little injury, but I'm good now. J'avais une petite blessure, je n'étais pas à 100%, mais maintenant je vais bien. Ah bon, c'est en faisant un match de 90 minutes que tu vas mieux. C'est dans la tête. Le 2-0 pour Nice face à Lens, dans un match qui a d'abord été serré. Je ne le retrouve pas directement, mais il y a eu une tête premier poteau. Les Niçois l'ont emporté. On va aller voir le classement de la Ligue 1 sur teamfootball.fr. Le classement dans ce Dash Foot. Et après, on se fait les tops et les flops. J'ai vu ta vanne. Je l'afficherai même pas à l'écran, Balterner. Je l'ai vu, si je l'affiche, mais à contre-cœur. J'ai pas vu la banderole à Nice, je préfère pas la voir, tu vois. Je préfère que tu ne m'en parles pas, tellement ça va peut-être m'agacer. Moi, Thibaut, je crois plus à la vente. Eh bien, ce n'est pas grave, je suis pas là pour te convaincre. Mon droit au but, ce n'est pas un souci. Tu as le droit pour te protéger psychologiquement. Comme ça te fera une plus belle surprise. Désolé pour les spoilers. Le classement de la Ligue 1. Paris, 5 points devant Nice, 7 devant l'AS Monaco, 9 devant Brest. Étonnant, 4e de cette Ligue 1. Vous voyez ici le classement. Lille arrive juste devant Marseille et Lens. Marseille 6e avec 27 points. Ce point pris à Montpellier leur fait passer devant Lens. Reims, sa victoire contre le Havre, remonte à la 8e place. Devant Strasbourg qui a enchaîné là, en un mois. Fin novembre, on les voyait jouer le maintien. Strasbourg est désormais dans le ventre mou, ancré grâce à cette nouvelle victoire hier face à Lille. Lille qui menait 1-0. Victoire 2-1 des Strasbourgeois. Franchement, chapeau à Patrick Vieira qui était dans le dur il y a un mois, on le disait. Il disait attention, il y avait des matchs difficiles, il y avait un match je ne sais plus si c'était à Rennes ou autre, mais on en parlait et c'était compliqué pour Strasbourg et ça va mieux. 2 buts, des recrues bordelaises d'ailleurs. On a par la suite Le Havre donc qui se contente très bien d'une 10e place, les Havrais. Il y a des hauts et des bas, mais il y a aussi des très belles prestations qui laissent à penser que Le Havre se maintiendra. Montpellier et son point en moins injuste pour le match face à Clermont est là à 11e place, mais pourrait viser au moins la 7 ou 8e. Les Rennais qui ont gagné à Clermont, ça leur a fait un bien fou, qui n'étaient pas trop à leur place à la 14-15e, mais les Rennais sont là et vont certainement remonter en seconde partie de saison, même courant alternatif. Nantes, 13e. Franchement, qu'est-ce que vous avez vu à Nantes de changer entre l'ancien coach et le Jocelyn Gorenec? Pour l'instant, pas grand-chose. On lui laissera le temps de travailler et on verra le mercato. Lyon qui sort de la zone de relégation. Ils y étaient engouffrés à la dernière place depuis des mois et des mois. Lyon, 3 victoires d'affilée et ça repart. 16 points. Déjà 2 points, ça y est, devant Toulouse, premier relégable. Et je l'ai dit, Toulouse, attention, manque un buteur, ça joue tous les 3 jours. Saison de tous les dangers pour Toulouse, avec le rachat aussi qui se profile. Lorient, catastrophique. Clermont, malgré du beau jeu, je dirais plus beau que Lorient, plus beau que Toulouse ou même Metz. Clermont est dernier. Pourquoi? Je l'ai toujours dit, pas d'attaquant. Pas de buteur, Kay, ça marque pas, Richardson non plus, ça ne marque pas. Vous ne pouvez pas vous maintenir en Ligue 1 sans buteur à 10-15 buts. C'est très très compliqué sans ça. Lyon à la casette, et il n'y aura pas de souci. C'est pour ça, pour se maintenir. Metz, ce sera compliqué. Donc, entre Metz, Toulouse, Lorient, Clermont, ça va jouer dur pour le maintien. Peut-être un autre club qui restera à la limite comme Nantes. Attention, mais c'est en train de se dessiner. Les ajustements mercato vont être très importants. En parlant de mercato, Presnel Kimpembe a prolongé avec le Paris Saint-Germain. On parlait tout à l'heure de Neymar. Il y a une autre folie là, du staff. Mais il dit qu'est-ce que dans sa éducation, Presnel Kimpembe repasse après un an d'arrêt suite, il s'est fait en janvier dernier le tendon d'Achille et c'était terrible après avoir trop tiré sur la corde puisqu'il avait déjà mal au tendon d'Achille, on le sait. Presnel Kimpembe à l'arrêt depuis un an et là on nous annonce qu'il doit repasser sur le billard pour une chirurgie. Ça va pas être entièrement le tendon, on l'espère. Mais combien de temps d'arrêt, on ne sait pas. Alors, ils l'ont prolongé parce qu'ils se sont dit, bon, il va reprendre le foot qu'à l'été 2025. J'en sais rien, je dis ça. J'espère pour lui que ce sera dans les prochains mois. Et Presnel Kimpembe, donc, ils l'ont prolongé pour éviter d'avoir à gérer une situation contractuelle difficile. C'est officiel, l'Atlético de Madrid rejette la Super League. On va avoir un gros bazar au niveau Super League qui va commencer, en effet, pendant les 15 prochains jours, à mon avis. Et puis, il va y avoir beaucoup attention, ne prenez pas tout ce qui est dit pour argent comptant. Parce que derrière, il va y avoir de nouveaux rendez-vous, l'UEFA, la Super League, et ils vont aller rencontrer tous ces clubs. Et ça va être des enchères. Et au niveau des enchères, il y a beaucoup d'argent en Super League.
Donc l'Atlético peut dire on rejette, on n'en veut pas. Et après-demain, ils vont te dire ils ont eu les arguments pour nous convaincre. Donc attention. Les vestes sont réversibles justement pour la Super League. Camo qui n'est pas fan de cette veste, mais c'est pas grave, tout le monde. Il y a beaucoup de likes quand même. Vois-tu Lens accrocher une place européenne en fin de saison? Et Swift, c'est tellement cohérent ce que fait le RC Lens, il n'y a pas de raison. Que Brest continue à jouer aussi bien, à prendre autant de points, c'est quand même un mystère à un moment. Est-ce que ça va durer février, mars, avril? On verra. Les dynamiques de janvier ne sont parfois plus du tout les mêmes que les 4 premiers mois. Les choses changent. C'est vraiment des choses à prendre au sérieux. Les mercatos, la CAN, il y a des choses qui peuvent beaucoup bouger. Ta veste Lidl est 10 fois mieux que les maillots derrière. Les maillots de derrière sont les maillots des 3 premiers du classement. C'est pour ça toujours des maillots en mode actualité de la saison. Alors, que s'est-il passé hier et le bilan de la saison? On va parler de pas mal de choses. Je me suis pris des notes aussi devant le multiplex d'hier. Il y a des choses à dire. Notamment, on le salue, c'est Noël. C'était Noël au Parc des Princes hier. Les premiers pas en pro d'Ethan Mbappé qui nous a montré son toucher de balle et son élégance plutôt. Aujourd'hui est un jour spécial. Ethan Mbappé que nous avons avec. Ethan, qu'est-ce que ça fait pour ta première saison? Ça me fait toujours plaisir. Hein. En plus, j'ai débuté au Parc des Princes devant les supporters. Très content et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais. Journée très spéciale avec ton frère. Avec ton frère pour son anniversaire. Ça restera gravé dans les mémoires, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est un bon cadeau pour son anniversaire et je suis très content pour lui et pour moi aussi. Kylian? Non, je suis content. Il kiffe, mais moi encore plus. En tant que grand frère, ça fait extrêmement plaisir. Je ne pensais pas que j'allais vivre un jour spécial comme ça, mais vraiment, ce match-là, je le garde en mémoire. Pour la dernière. C'est incroyable quand même. Mbappé qui met un but magnifique, son frère qui rentre quelques minutes. Luis Enrique lui a fait un sacré cadeau et le PSG aussi parce que c'est vrai que dans une vie, imaginez vous jouez match pro avec votre petit frère, Mbappé déjà en plus champion du monde, etc. Vous vous rendez compte la vie de ces gars-là? Nous, on est là, vous êtes là à les juger, à critiquer, à melon, truc, machin. Mais vous vous rendez compte ce moment pour une vie? C'est beaucoup d'émotions, c'est énorme, c'est fort. Ces 2 garçons jouent la fierté de cette famille là, qui était dans l'horloge, jouent dans le même club, dans le même stade. Juste avant Noël, un 21 décembre, le jour de l'anniversaire de Kylian. Wow, c'est beau. Oui, c'est le maillot de Nice que m'avait offert Jean-Claire Todibo au moment de sa signature à Nice, qu'on vous avait annoncé d'ailleurs, je crois, dans le temps exclusivité, la visite médicale de mémoire, comme ça. Du coup, voilà, moment marquant pour une vie, pour une carrière, pour une famille. Dernière de l'année. Ethan, ton frère met un doublé, c'est beau. Non, c'est beau, en plus c'est son anniversaire, donc je pense que c'est un bon cadeau pour lui. Et en plus, il a mis deux beaux buts, enfin un beau but et un donné, mais je pense que voilà, il sera content. Voilà, sa chambre entre frères, c'est ça aussi qu'on aime. Même si Ethan, je lui propose mes services de média training, qu'ils soient encore plus péchus. La petite vanne, c'était parfait en chute. Il va falloir travailler un peu les attaques et il va savoir, comme son frère, très vite séduire la presse par ses déclarations, etc. Donc, ça, c'était hier soir. Mais si on fait le bilan rapidement, Laurent Brialy qui vient de nous suivre, merci à toi pour le follow. Merci aussi ça y est, on est 10 201 sur Twitch, Snowwolf, Gauthier, GRMK 17, Stivo B, Vorius 93, Anto 11, Wadabest, AMG, merci follow les amis. Merci à Sierra 84, très grand merci à Niara Moob et à Umax d'avoir pris avec Prime un sub, donner de la force à la chaîne parce que oui, ça fait grandir la chaîne et forcément Daniel Leclerc a un message pour vous. Félicitations. C'est incroyable, hein? Félicitations. Donc, pour monter, c'est le lien sur Twitch, CF6, n'hésite pas. Christophe, Chris, bienvenue à toi aussi parmi les abonnés sur TikTok. Je voulais faire un bilan rapide de ce que je pense du PSG de Luis Enrique depuis le début de saison. Toujours ce langage stéréotypé, nous dit Prod D0 par rapport à Mbappé. Ensuite, de gâteau, on y vient, bilan de mi-saison, cher ami Snowwolf, avec plaisir. Alors, concernant le PSG passé hyper ric-rac en Ligue des Champions. Leader avec 5 points d'avance à la trêve en championnat. Malheureusement, c'est tout ce qu'on demande au PSG et rien d'autre. Luis Enrique nous a parlé encore là, cette semaine en conf de presse. Nous, on veut le spectacle, on veut la possession, on veut jouer avec les adversaires, on veut marquer des buts. C'est bien de vouloir, mais c'est bien aussi de s'adapter à son effectif, je le dis souvent. Cet effectif du PSG n'a pas les qualités au milieu de terrain pour se projeter, joue au handball dès que les défenses sont regroupées. On l'a vu la première mi-temps face à Metz et encore hier, catastrophique. Il y a 0 dédoublement puisqu'il n'y a pas de latéraux. Alors
Alors, on a l'impression que la blessure de Nuno Mendes a changé tous les plans. C'est incroyable. Le PSG de la première mi-temps face à Metz, c'est un somnifère. C'est terrible. 0 jeu en une touche parce qu'au milieu de terrain, il y a une certaine limite à ça. Il y a pas de. Imaginez qu'avant, il y avait Mota, Verratti, Pastore, Matuidi dans des milieux de terrain, Lavezzi, Cavani, Zlatan, Di Maria, des mecs comme ça au PSG. Vous voyez aujourd'hui, Kanginli, Vitinha, et encore, il a fait une super demi-saison, des Barcola, titulaires, Mbappé avançante, qui n'est pas un avançant de pur et dur, on le sait. C'est pas possible en fait, c'est le jour et la nuit. En 10 ans, le PSG a perdu de 2-3 niveaux. C'est au milieu de terrain, vous ne pouvez plus redoubler de passes avec votre 6. Vous vous rendez compte le nombre de passes que faisaient Verratti, Mota, Pastore ou Matuidi ensemble pour faire bouger les lignes en une touche de balle, ça allait très vite entre 2-3 joueurs. C'était de l'intelligence de jeu hors norme. C'est plus ça au PSG. Et alors, Luis Enrique est dans un 3-2-4-1. On va dire par certains moments offensivement. Il est dans un 4-1-4-1 parfois défensivement. Ok, c'est hyper mouvement, c'est Guardiola et tout. Mais tu n'as pas d'attaquant de surface. Tu n'as pas de puissance au milieu de terrain, de gaillard un peu, de mec pour en imposer. Tu n'as plus d'ailier pur et dur. Alors oui, Dembélé, un peu tout droit parce que c'est combien de... C'est beau Dembélé qui casse des lignes, mais Dembélé, c'est combien de stats là après 5 mois de compétition, qui est quand même léger pour ce prix-là. Il n'y a pas tout à fait d'ailier gauche. Alors Barcola apporte un petit peu ça, mais on ne peut pas considérer que Barcola doit être un titulaire au PSG. Donc le bilan de mi-saison du PSG, il est correct en Ligue 1, ils ont fait le job. Sans plus, tu devrais quand même proposer un spectacle qui est autre. On nous parle d'année de transition, mais tu ne peux pas être en année de transition au PSG quand tu avais Neymar, Messi et Mbappé l'an dernier. En fait, tu es habitué à des standards où il n'y a pas de transition qui existe. Ça me paraît assez hallucinant, mais après, eux, c'est leur communication, c'est aussi leur façon de se protéger. C'est vraiment un truc très curieux. Alors, à sa décharge, le PSG a perdu du talent et doit recomposer. Ça, je suis d'accord. Mais en Ligue des Champions, que tu t'en sortes avec 0 victoire à l'extérieur dans une équipe où toutes les équipes adversaires étaient moins fortes que toi et sont mal classées dans leur championnat, c'est-à-dire le Milan 3e de Serie A, Newcastle 6e de Première Ligue et les Dortmund 5 ou 6e de Bundesliga. Oui. Mais année de transition, ouais, Vaz, c'est le PSG qui dit ça, c'est les termes de communication du PSG. Le langage corporel sur certains matchs du PSG n'a pas été bon. Mais, puisqu'on fait les top flops de mi-saison, Vitinha, top de cette mi-saison au PSG. Lucas Hernandez a apporté indéniablement, c'est pas facile à dire, un plus, ça c'est clair. Mbappé en championnat, 18 buts en 17 matchs, c'est le record au PSG, et voilà, on va rien dire. Quand un mec met 18 buts en 17 matchs, on peut toujours critiquer. Faites mieux. Enfin, à un moment, ok, il défend pas, ok, il marche, c'est embêtant pour le collectif du PSG, mais à un moment, il y a 0 dédoublement, il y a des choses qui manquent à ce PSG. 18 buts en 17 matchs, on se tait. Madmi qui nous dit Hakimi fait aussi partie des tops, il a fait un très très bon début de saison en effet. Mi-saison, il a fait une belle mi-saison, c'est pas un défenseur pur mais on le sait. Après moi je rendrais hommage à un soldat comme Danilo, pas assez utilisé à mon goût, à un Fabian Ruiz aussi qui est revenu, qui a remis son nom sur la carte complètement parce qu'il est intelligent ce joueur et il a fait les choses bien. Vitinha actuellement meilleur joueur du PSG, quand on a un Zaïre Emery quand même au milieu en même temps, c'est compliqué, mais en effet, il a fait 4 mois où il a remis les pendules à l'heure et on sentait qu'il était bloqué par l'aura, l'impact d'un Messi et d'un Neymar sur lui la saison dernière. Il a fallu cette année d'acclimatation. Bruno qui nous dit, et tout ça, Campos a apporté quoi au PSG? Campos, il a peut-être permis par ses relations avec la famille et Kylian Mbappé que Kylian reste. C'est des choses qui ont joué parce que Kylian avait besoin d'être dans une atmosphère protectrice, amicale. Il a fait venir Lucas Hernandez, il a fait venir Dembélé. Il avait dit 1 an avant qu'il avait aussi contacté Alain Saint-Maximin. Il cherchait mais pour lui, ça a mis 1 an de trop. C'était l'année d'avant qu'il voulait déjà être épaulé à ce point-là. Finalement, ça a été le cas. Mukiele qui tient son rôle, qui est revenu de blessure aussi, d'une longue blessure. Encore trop de blessures au PSG. Kolo Muani, flop. Donnarumma, flop. Donnarumma, on attend peut-être plus, ouais, mais ça reste un des meilleurs. À Reims, Paris ne gagne jamais 3-0 si Donnarumma n'est pas énorme. Donc je dirais que Donnarumma, c'est mitigé, mais il y a eu des erreurs qui sont de trop. Kolo Muani, flop. Luis Enrique, flop dans l'utilisation d'un Gonzalo Ramos, qui pour moi aurait pu sauver la mise beaucoup de fois au PSG. Il a très peu été titulaire en Ligue des Champions de façon incompréhensible. Mais Kolo Muani, on le voit, on l'a vu encore sur un match hier,
d'hier. Hein. Il rentrerait tout à fait dans le système en tant qu'ailier droit, un ailier droit qui repique dans l'axe et non pas dans un pur avant-centre, un mec qui doit fixer les défenses. Voilà, c'est Ramos qui doit jouer plus souvent dans ce rôle de fixation et que les coéquipiers le cherchent un petit peu plus. Que les 2 premiers mois particulièrement, je l'avais dit dans le Dash Foot, le nombre de fois où il a fait des appels et on voyait non servi, c'est terrible. C'est assez terrible. Bruno Thomas, bienvenue à toi dans le Dash Foot. Ténas, bonne découverte. Il y a eu 2 matchs. Il s'est blessé. Future concurrence, on verra. Petit ballon, qu'est-ce qui s'est passé? Des cœurs sur vous, les amis? Ça arrive. Voilà. Les cœurs sur vous, la famille du Dash Foot, on est ensemble. Nasser El Khelaifi participera à une conf de presse à 14h avec tous les présidents des principaux acteurs du foot européen. Voilà, je vous l'ai dit, ça va être une guerre de com, ça va être une guerre d'intérêts. Quand les intérêts vont se mettre là, on va s'y retrouver. Mais ça peut faire son et lumière en attendant. Ça va barder. Il y a, très bien, je l'avais oublié aussi dans ce bilan, on va aller plus vite, hein, Asensio, qui s'est blessé un mois et demi, et depuis, il n'a pu rejouer. Mais quand il joue, alors oui, il a fait une erreur contre Lille, mais c'est pas l'histoire. C'est vraiment un joueur intéressant. C'est vraiment un joueur sur la deuxième partie de saison qui pourrait prendre de la place, parce Asensio est quand même un joueur avec grand talent, capable de tirer de loin, qui apporte des cartes en plus au Paris Saint-Germain. Bref, voilà ce que je voulais dire. Un mot quand même. Si, très important. On peut se montrer la une de l'équipe. La honte encore à Paris hier pendant PSG-Metz. Après une demi-heure de jeu, je ne sais plus combien exactement, il y a à nouveau une 60aine de supporters de la tribune Boulogne qui ont été priés de sortir du stade parce qu'ils se levaient pour chanter et applaudir. C'est écrit dans le règlement intérieur du parc qu'il n'y a désormais pas le droit dans la tribune Boulogne de se lever, de chanter. Et bien ça, c'est le méga flop de cette mi-saison. L'enfer qu'on fait vivre aux gens en tribune parce qu'on veut aseptiser les tribunes, etc. Le foot, c'est la magie. Les enfants en sont fans parce qu'il y a une ambiance dans les tribunes, parce que c'est la fête, parce qu'il y a des fumigènes, parce que c'est génial, parce que c'est là qu'on a des frissons. C'est pas en voyant un but sans ambiance, on entend les mouches voler, qu'on aura des frissons. C'est en ayant un public de fous furieux. Et c'est ce qu'on veut, bien sûr, sans violence, bien sûr, avec le moins de haine possible. On peut encourager sans être haineux. Mais en gros, comme le dit Najga, et il a raison, on demande au Parc des Princes d'être un stade de Disneyland, de tourisme, comme le Camp Nou ou d'autres. C'est pas possible. Le peuple du PSG, du Parc, doit se lever absolument contre ça et refuser ça. Parce que ce PSG ne mérite absolument pas ça. D'ailleurs, il faut absolument que les associations de supporters refassent pression sur la direction du club pour leur dire mettez-nous 3 mégaphones, basculez 4 associations ou 3 ou 2 de Auteuil vers Boulogne et on refait un parc qui chante. Là, le parc, actuellement, c'est un acouphène côté gauche quand vous êtes en tribune présidentielle et rien d'autre. Du roi là-bas, Auteuil, où ils font leur taf et rien d'autre. Vous entendez les mouches voler, vous entendez les supporters adverses. C'est possible, dans un stade, il faut du bruit. Laurent Brialet a raison. Et donc, ce que j'ai vu ça hier, là, en cours de match, là, 60 supporters qui quittent le stade, un PSG Metz soporifique en plus, en plein match, alors qu'ils encourageaient juste leur équipe. Mais on est où? Je m'en prends à personne, là, c'est pas le Qatar ou autre. La direction du PSG doit vraiment s'en occuper de ça, c'est pas possible. Après, ils osent encore dire que l'ambiance du parc est supérieure, c'est le Vélodrome, mais ça fait 12-15 ans là depuis plan Le Prou que c'est plus possible de rivaliser au Parc des Princes avec Lens, avec Marseille. C'est impossible, c'est plus possible. Il n'y a qu'une tribune qui chante. Vous ne pouvez plus rivaliser avec personne. C'est pas possible. Le Parc des Princes avant était d'une cocotte minute. C'était un vrai public, un vrai stade de foot. Aujourd'hui, spectacle. Ouais. Mais quand le PSG Metz comme ça vous donne aucun spectacle, c'est terrible. Les supporters parisiens peuvent venir au stade avec du popcorn. Ouais, bientôt ça va être. Mettez-nous un écran, l'intelligence artificielle, algorithme et puis des hologrammes. Et puis voilà. Hein, Hidalgo veut le silence. Je suis pas sûr Hidalgo de ça. Par contre, le feu d'artifice hier à la Mosson abusé. Oui, alors il y en a en revanche de l'autre côté à Nice, à Montpellier, tendance à dépasser un petit peu. Essayez de quand même faire attention parce qu'il y a les intérêts de votre club au milieu de ça. Donc, Andy a raison. Et, voilà. Comme le Camp Nou, bizarre comparaison, c'est pas du tout la même politique. C'est pas du tout la même. Ça se rapproche quand même, cher ami. Quand on te vend à des tours opérateurs, à gogo chinois, visite de la Sagrada Familia et match au Camp Nou, excuse-moi, mais va au Camp Nou. Alors, il n'existe plus, là, c'est en travaux. Mais quand j'y étais il y a quelques années maintenant, même en match de Ligue des Champions,
où tu t'entends parler dans le stade. C'est pas possible. Excuse-moi, un stade de 100 000, tu dois avoir le feu en permanence. Non, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes politiques, c'est peut-être pas dans le règlement intérieur, j'ai pas vérifié celui du Camp Nou qu'on doit se taire et pas se lever. Mais voilà. Coach Mathias, bienvenue à toi parmi les abonnés du Dash Foot. Bravo pour ce que tu as dit pour le PSG, me dit Thomas. Merci à toi, ça sort du cœur de passionnés de foot en général. Imaginez, à Lens, on leur dit ouais, non, mais les places là, en face de la présidentielle, là, où vous chantez, nous on veut les vendre plus cher, donc retournez derrière les tribunes là. Ben non, ça fait partie du particularisme lensois, on va pas enlever ça. Bref, combien le prix des places en moyenne au parc? Désormais, ça doit être 100 € à peu près la moyenne, non? J'en sais rien, comme ça à la louche. Autant regarder le match à la télé, au moins tu peux te lever, ça c'est sûr. Thibaut, Info BFM, Galtier relaxé. Galtier relaxé, je suis très content, parce que quand c'est tombé, je vous ai dit, alors je sais pas quelles ont été les défenses des avocats, etc. Quand je vous ai dit que Christophe Galtier, c'était du parole contre parole, c'est ce qui s'était passé dans un bureau avec Fournier, que certes, ça avait généré des mails, des trucs, mais qu'ensuite, au niveau juridique, je vois pas comment tu peux punir quelqu'un alors que il y aura X témoignages de gens qui vont dire mais Galtier, on le connaît par cœur, c'est pas son style. X témoignages à Nice qui vont dire mais si, regardez ce qu'il nous a dit. Ça ne marche pas juridiquement en fait. Vous pouvez pas condamner quelqu'un sur juste 3-4 paroles qui s'affrontent avec 3-4 paroles. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas eu de caméra de surveillance, il n'y a pas eu de flagrant délit, etc. etc. Donc Galtier relaxé, pas très étonnant. On va voir. On va voir ce que dit la suite. Relaxé dans son procès pour harcèlement moral, discrimination supposée. Ça ne m'étonne pas. Il attendait de peut-être en pour coach. Système des socios change tout. Ah oui, mais c'est un système de socios à Barcelone, c'est autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'ambiance au Camp Nou. Tant mieux pour Galtier. Fournier, c'était sa petite guerre personnelle, dit Bruno 26. Merci à toi, Nico 33, et bienvenue à Snow 13 également parmi les abonnés. Et bonne fête à vous, les amis, tous ceux qui sont juste de passage sur le Dash Foot aujourd'hui pour la DER de l'année. Revenons, le bilan de mi-saison, notamment Pablo Longoria qui a débriefé cette mi-saison de l'OM en conf. Après ce match encore moyenasse de l'OM à Montpellier, mais on le disait, l'OM n'a pas l'effectif pour jouer tous les 3 jours, ça tire sur la corde, ce repos va leur faire le plus grand bien. Ils n'ont pas l'effectif pour jouer tous les 3 jours. Alors Longoria n'a pas fait spécialement de mea culpa en conf ce matin là-dessus. Il a avoué qu'il y avait certains postes comme à gauche, donc Lodi et plus l'aile gauche, toute l'aile gauche qui était en sous-effectif. Il a pas voulu totalement dévoiler son jeu pour le mercato. Il a bien raison là-dessus, c'est pareil. On leur demande le budget mercato, on lui demande ce que Textor a fait en dévoilant, en faisant fuiter 50 millions d'euros pour le mercato, ce que McCourt a fait en arrivant à l'OM en disant j'ai 200 bars. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça dans le mercato. Longoria, c'est bien et il en a bien joué ce matin en conf de presse. Du coup, quelle idée d'aller en conf de presse quand vous ne pouvez pas trop dire de choses et que vous êtes obligé de marcher sur des œufs. Bon, c'est le jeu de Longoria de venir tous les 4 mois à peu près, 3 mois en conf. C'est le seul président à faire ça et il le fait plutôt pas mal. Donc Montpellier-OM, but de Montpellier, tête au premier poteau, but de Fayad au second, égalisation de Vertou en seconde période pour l'OM. Un match qui s'entend avec pas mal d'animosité. Un Aubameyang qui est passé à côté de cette rencontre. Cette défense à 3 de Montpellier qui a été plutôt intelligente de la part de Desarcarian de se calquer sur le jeu marseillais. Encore une fois, un Balerdi passé à côté. Le sujet est trop dangereux pour sa propre équipe. Malheureusement, j'espère que les Ultras de Montpellier vont être ceux qui ont été caméra fautifs vont être sanctionnés parce que là, ça porte préjudice vraiment au club et ça devient dangereux. Il y a même Derzakarian qui est entré sur la pelouse avec l'aval de l'arbitre pour faire entendre sa voix et il a dit ce sont des abrutis les mecs, c'est incroyable, je comprends pas qu'ils viennent au stade pour faire ça au lieu d'encourager. On a déjà perdu 3 points, s'ils veulent en perdre encore, qu'ils continuent. Oui, parce que il dit qu'ils ont perdu 3 points parce qu'ils ont perdu 1 point par la commission de discipline. Et ils ont rejoué le match face à Clermont qu'ils avaient gagné et ils ont fait match nul. Ils ont perdu les 2 points du match nul, ils ont perdu le 3e point. C'est terrible en effet pour Clermont, vraiment affreux. Clermont en tout cas qui est vraiment une équipe intéressante, plus que correcte, avec Savanier toujours en leader. Adams qui marque plus trop, mais ça va repartir parce qu'on a l'impression qu'il a ça quand même dans le sang. Voilà, c'est ce match Montpellier-Marseille qui restera pas dans les annales. Mais pour faire le bilan, puisqu'on est dans le bilan de mi-saison, on va parler des équipes fortes en forme comme Brest, avec Doumbia et d'autres. On va revenir sur Lens-Nice aussi, sur Nice-Lens, des équipes comme Nice et Monaco qui ont fait le job là, pendant 4 mois. Marseille, en fait, c'est quand même puisqu'il y a beaucoup de supporters marseillais négatifs, je vais essayer de vous tirer le positif. C'est quand même un miracle
un miracle. Ce qui m'a réveillé, c'est le feu d'artifice, sinon je dormais pendant ce match nul. Un miracle que l'OM soit 6e du championnat actuellement, complètement dans la course au podium ou même à la 4e place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Stéphane qui vient de nous rejoindre, on te salue. Mais l'OM est là. Et quand vous repensez quand même au mois de juin, l'arrivée ultra tardive de Marcelino fin juin, en mode professeur de PS ou ophtalmo. On voit tout de suite juillet-août, bon, on va lui laisser du temps quand même, mais ça tourne pas rond. Élimination humiliante, et il ne démissionne pas derrière face au Panathinaikos, c'est honteux, on va nous dire ah ouais mais ça se joue sur une erreur d'arbitrage en fin de match, oui, enfin tu dois humilier le Panathinaikos. Même Rennes avec ses hauts et des bas de cette saison leur a mis la volée comme il faut. Marcelino, ce qui s'est passé juillet-août, une prépa à côté de la plaque, voilà. Les recrues où tu perds Under, Guendouzi, Payet, tu recrutes, tu fais venir moins fort. C'est quand même, voilà, Bader Terrier, c'est un miracle que l'OM en soit là. Pourquoi ? Parce que derrière ça, tu as le départ de Marcelino un peu forcé en démission, alors que ça n'a pas lieu d'être. Il n'est pas à la réunion supporter. Il n'a pas été victime de menaces ou intimidation. Les supporters n'ont pas demandé sa tête. Mais monsieur part. Ok, incompréhensible. Non, on ne comprend toujours pas aujourd'hui. Longoria qui fait sa sortie larmoyante en parlant de sa maman, en accusant des menaces, intimidations, en portant plainte contre X. Depuis, plus de son, plus de lumière à ce sujet. On est passé à autre chose. La justice fait son travail, mais on ne sait pas sur quoi. Rachid Zerwal, pointé du doigt, a été remis en odeur de sainteté après X rendez-vous, réunion. Et malgré ça, tu fais venir un volcanique Gattuso, où c'est pas on le sait que c'est pas ni Benny Benassia, ni lui, c'est pas du tout les réseaux habituels de Longoria. Ils arrivent, ils n'ont pas le temps de bosser, rien de se mettre en place. Gattuso a l'intelligence de changer son 4-3-3, et ça repart. Et ça repart quand même. Alors oui, c'est pas du jeu chatoyant, mais t'as pas l'équipe pour ça de toute façon. Il a quand même mis les joueurs dans les meilleures dispositions par rapport à ce qu'ils sont. C'est déjà pas mal. Et l'OM est 6e. C'est incroyable. On voit Lens qui était relégable tout le mois d'août, ils sont juste derrière l'OM. Ils ont fait 11 matchs sans défaite. Il y a un OM qui est donc dans une certaine cohérence. Alors oui, comme le dit Gouffrier77, avec la CAN, 6, 7 départs, 8 départs, ça peut faire un peu peur. Mais ce matin en conf, ça m'a fait sourire. Longoria a dit il y a des moyens pour le mercato de cet hiver. Ah bon ? Il y a encadrement de masse salariale parce que une masse salariale, comme il l'a dit lui-même, de Ligue des Champions. Donc la DNCG leur a dit, mais vous jouez plus la Ligue des Champions, faites attention. Ils ont dit OK. Malgré ça, on a dit, il y a des moyens. Super, ça veut dire que 3-4 joueurs vont arriver pour étoffer cet effectif qui est limite. Et ce sera encore mieux après la CAN. Il ne faut pas tous jouer la CAN jusqu'à la finale. Hein. Mais voilà, concernant cet Olympique de Marseille. Gattuso a bien bossé, 13 points sur 15 avant la trêve. Normal d'être 6e avec cette série. Oui, mais les 13 points sur 15, il y a 5 matchs, fallait aller les chercher. C'était pas forcément la réalité de l'OM à ce moment-là. Der Zakarian, je sais que c'est la famille Thibaut, mais c'est vraiment chiant sa façon de jouer. On reste dans nos 40 mètres et on attend, puis on file à notre seul joueur qui joue au foot, Savanier, pour lancer une flèche simpliste à respecter peut-être, mais c'est chiant. Dalloglio, c'est beau. Il a été viré de Ligue 1. Il y a plein de coachs qui sont beaux à avoir joué et puis sont beaux juste pour 3 matchs. Le Brice, ça c'est génial, c'est un mec qui pue le foot. Lorient, ils sont avant-dernier. Qu'est-ce que tu veux ? Deschamps, c'est chiant, mais les champions du monde. Il y a un moment dans le foot, il faut être pragmatique. Tu as 0 budget, tu as peu d'armes, tu es pragmatique, tu essaies de mettre tes joueurs dans les meilleures conditions et de jouer avec tes qualités et tes forces. Montpellier, désolé, je ne vois pas comment tu peux en faire une équipe incroyable. Nantes, ça fait 25 ans qu'ils courent après le jeu à la Nantaise, ils courent après éviter d'être relégué. Il y a un moment, tu auras peut-être des mecs qui vont sortir du centre de formation, des choses qui vont se passer, et comme la saison du titre, une alchimie incroyable, pourquoi pas avec Der Zakarian d'ailleurs, t'es champion quand même de France à Montpellier avec René Girard, excuse-moi, c'est pas l'ode au beau jeu, c'est juste parce que tu as les bons joueurs. Donc Der Zakarian, il permet quand même à une équipe ventre mou bas de tableau d'exister, de pas avoir, je trouve, le jeu en plus le plus dégueulasse. Là, tu joues contre une équipe beaucoup plus forte normalement, comme l'OM. Il s'adapte pour avoir un match nul. C'est peut-être pas beau tous les jours, mais c'est le foot qui veut ça aussi. C'est pas l'All-Star Game, c'est... Voilà ma réponse. En essayant de sortir du fait que, bien sûr, Der Zakarian, c'est la famille, c'est un Arménien, et voilà, et on encourage et on veut que ça marche. Mais j'essaie de voir par rapport à où est-ce que c'est mieux. Alors, dis-moi, Nice, ils sont 2e et ça joue mal. Monaco, c'est d'autres moyens, ok. Voilà, alors ouais, Clermont, ça joue bien, il n'y a pas de buteur, et puis ils sont derniers. Bon, ok, alors, ils mourront avec le beau jeu.
L'équilibre, il est compliqué. Et pour autant, tu dis ça, mais si je reprends même les arguments de Derzakin en lui-même, je suis assez bon pour reprendre ça comme, je crois que, je sais plus si Montpellier est pas dans les meilleures attaques quand même de Ligue 1, malgré tout. Où il l'était jusqu'à mi-novembre, un truc comme ça, dans les 2, 3, 4 meilleures attaques de Ligue 1, un truc comme ça, à vérifier. Mais je crois qu'il y a une stat à aller chercher là-dessus qui montre que malgré tout, il y a des buts, il y a des choses qui se passent. C'est abusé la décision de justice concernant Galtier, mais pourquoi? Tu as des éléments qui permettent de le punir, de le juger, Lyon Dynasty, explique-nous, parce que en fait, parole contre parole, donc il y a un moment, la justice ne peut pas faire justice par rapport à un tribunal populaire. Il faut arrêter avec ça. Là. Imaginez, ce serait votre famille et tout, et que tout d'un coup, certaines personnes accusent, vous les connaissez, possible. Tu vois, il faut remettre un petit peu en ordre parfois. Je dis pas que Galtier est réprochable. J'ai juste que là, il n'y a pas assez d'éléments pour punir un homme. C'est des réunions qui sont passées en privé. Bref. Il a dit à Longoria, niveau économique, on est confortable. Oui, tout en ayant donc des pertes cumulées depuis les années McCourt de 500-600 millions. Il faut le faire, être confortable dans cette situation. Il faudra nous expliquer un jour qui remet au pot comment ça se passe et malgré ça, d'être dans une position confortable. Bilan de mi-saison, on poursuit les amis, bien sûr, ce bilan de mi-saison. Donc, bien sûr, dans le top de méga top de cette demi-saison, c'est Brest qui a mis 4-0 à Lorient hier, qui finit avec un quadruplé de Doumbia, réorganisation tactique avec 4 défenseurs par voie 3. C'est un jeu intéressant. C'est un Martin Satriano, quand je vous ai annoncé son retour en août, j'ai dit c'est une très très bonne pioche pour Brest. Je ne pensais pas à ce point-là. Alors certains vont me dire, mais il ne marque pas trop de buts. Il n'y a pas besoin que de buteurs dans une équipe. Là, il y en a d'autres qui marquent. Del Castillo, il marque. Doumbia, il met des buts. Le Doiron aussi. Et bien, Satriano, il n'a pas besoin d'en mettre 15 parce que tous sont capables de marquer des buts. Et lui, il arrache la défense. Il l'embête à la manière d'un Cavani. Et je ne dis pas ça parce qu'ils sont d'Amérique du Sud tous les deux, d'Uruguay d'ailleurs tous les deux. Mais voilà, et c'est un mec embêtant. Et je ne dis pas que Satriano, c'est Cavani. Je dis juste qu'il y a l'esprit. Il y a ça. Et ça fait du bien à une équipe. Et Brest est donc 4e de ce classement avec un Kamori Doumbia qui est le 2e joueur à inscrire un quadruplé en première période d'un match de Ligue 1 sur les 60 dernières années, après Cavani justement, le 6-0 de PSG Caen 2016. Incroyable. Quadruplé en une mi-temps pour un joueur, alors là il se projetait beaucoup, il était en numéro 10, en 8-10, mais incroyable prestation des Brestois qui sont mon méga top bien sûr de ce début de saison. Et Eric Roy, quand il a repris l'équipe au bord de la relégation il y a un an, on se disait oh attention, compliqué la mission pour Eric Roy qui n'avait pas coaché depuis des années et des années. Et ben bravo, faut mettre le positif quand il y a du positif dans le foot, il faut le mettre en avant absolument. Venez pas chialer sur une Ligue 1 bien pourrie. Mais je pense que Petrolu Gibolin, tu dois pas regarder souvent les matchs de deuxième partie de tableau de Première Ligue, de Bundesliga, de Serie A ou de la Liga, et même plus haut. Hein. Parce que honnêtement, même le Liverpool-Manchester United de ce week-end dernier, c'est une purge. Mais comme c'est Liverpool-Manchester, il a le droit de rien dire. Ah, ça va, c'est la Première Ligue. Franchement, c'est trop bien. L'intensité, génial. Franchement, arrêtez. Il n'y a pas à chialer. Les clubs font avec leurs moyens et leurs possibilités et leurs joueurs. Et désolé, mais je me fais royalement chier devant les matchs de Première Ligue. Ça m'arrive régulièrement. Tout comme d'autres championnats, pas que la Ligue 1. Voilà, après, vous n'avez pas d'atome crochet avec la Ligue 1, il y a d'autres championnats à regarder, c'est pas le problème. Mais de là à dire que la Ligue 1, non. Et non. Ça leur aurait fait mal de mettre un 10 l'équipe. Ouais, c'est vrai que Doumbia aurait mérité son petit 10. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un 10? C'est vrai qu'il faut nous le dire. Des noms pour les futurs recrues de l'OM, il y avait Pablo Longoria en compte, il fallait lui demander. Le mercato, vous savez comment c'est les amis, tout le recul que je prends là-dessus, et je vous dis toujours de faire attention, et je vous dis toujours de ne pas vous emballer, et même un accord du 21 décembre avec une recrue, ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier il sera là. En une nuit, des choses peuvent changer, je vous l'ai expliqué, pour plein de transferts, de Caboret à l'OM, de beaucoup de choses qui se passent et on continuera de le faire ensemble. Autre bilan Ligue 1 sur lequel je voulais revenir, la fantastique première partie de saison de Fario avec un doublé de Mofi, il bat Lens qui était à 11 matchs sans défaite. C'est assez formidable, c'est la tête au premier poteau de Mofi Nice, vous voyez le sponsor short Vébet, puis ambassadeur bien sûr Vébet, j'ai vu ça m'a fait tiquer. Bref, Nîmes qui marque finalement avec l'entrée de Mofi qui était un peu blessé sur ses 2 premiers ballons.
Farioli est ravi de cette victoire d'avant vacances parce que c'était un match très très difficile après 2-3 prestations moins bonnes de l'OGC Nice. Nice qui donc seul deuxième de cette Ligue 1 à 5 points du PSG, avec un jeu parfois réducteur, ok, mais, non, pas du tout, Pascal Béchec. On fait nos émissions, nos contenus avec encore plus de monde, avec encore plus d'interactions, avec encore plus de plaisir. Donc, Nice, qui a réussi quand même la performance de gagner au Parc, en leur mettant une intensité folle, en concédant très très peu d'occasions, avec une défense todibaudante, Ndiaye Chimier, qu'il ne faut pas oublier, qui est assez exceptionnelle, de certitude, de sérieux, de rigueur, de professionnalisme, avec une attaque Laborde, Mofi, même Guessant, avec le petit Boga venu de Serie A qui est une belle pioche. Donc franchement, oui, on valide Nice, même si pour une équipe de haut de tableau, on en attend autre chose. Pascal Béchec, on est en direct, hein. Tu peux aller voir dans mes liens multibio sur Twitch avec toutes les images, les photos, les vidéos, etc. etc. On est ensemble. Sébastien Chauffou, merci à toi pour ton follow. Donc, Nice, belle surprise. On les attendait top 8, ils sont top 3. Est-ce que ça va durer la seconde partie de saison? On a l'impression. Ils ne jouent pas tous les 3 jours. Ils ont du talent et de la complémentarité. Ça, on l'oublie souvent dans le foot. Vous pouvez additionner les talents comme l'a fait Paris pendant X années. C'est la complémentarité qui prime. Un attaquant bison, comme Mofi. Un joueur plus virevoltant, comme Laborde. Un dribbleur ailier, comme Boga. Un Guessant, qui est polyvalent. Un Sanson, qui va très bien avec Ndiaye Chimier et Thuram. C'est 3 profils totalement différents au milieu. Voilà, il y a peut-être des améliorations à faire chez les latéraux, de Melvin Barr à Lotomba, redonner sa chance à Antoine Mendy, jeune homme qui avait fait des très belles performances la saison dernière. Mais voilà, Nice est ils ont montré tout leur talent au Havre. Oui, ça arrive sur un peu les plombs, de s'agacer, d'être dépassés. Et les Havrais sont capables de très très belles prestations contre Paris, contre Nice. Voilà. Attention, c'est un autre championnat qui arrive début janvier, ça c'est clair. Mais c'est pour ça qu'on fait le bilan à mi-saison. Et on peut justement revenir aussi dans les flops de cette saison sur Lyon, avec ce départ en retard. Est-ce que c'est un match référence pour Nice? Non, Nice, plein de références sur ces 5 premiers mois de championnat. Donc là, Lyon qui obtient une 3e victoire d'affilée, c'était hier, mais on peut faire ce bilan en même temps de mi-saison. Dans les flops, bien sûr, de l'Olympique Lyonnais. Bien sûr qu'il y a du retard à l'allumage, bien sûr qu'ils ont fait n'importe quoi dans la mise en place du club et du sportif qui en a payé les frais. Fort. Avec 3 victoires d'affilée, une victoire face à un Nantes soporifique. Pierre Sage a montré que c'était lui, le taulier, qu'il avait redonné le goût de jouer aux Lyonnais. Et ça dépasse tout, que vos joueurs aient envie de jouer avec vous, que vous leur dites, mais amusez-vous, jouez au foot, faites des efforts ensemble. Mais que des mecs qui ne s'entendaient pas aient à nouveau envie de faire ce travail ensemble, formidable. Merci Pierre Sage. Et ça, c'est une grande chose, mais qui coïncide aussi, et ça, il faut le dire très fort, qui coïncide aussi avec la restructuration de l'Olympique Lyonnais, avec le départ de Chéroux, l'arrivée de Laurent Prudhomme, direction générale, l'arrivée d'une direction sportive avec David Friot. C'est à ce moment-là qu'aussi les joueurs se sont dit, ça y est, on a une pyramide qui est claire, il y a un club au-dessus de nous. Voilà, le nombre de matchs, il n'y a pas eu un représentant de Lyon présent au match. Le nombre de matchs où ils étaient seuls au monde, les joueurs lyonnais. À pas savoir s'il fallait s'insulter, s'engueuler, se faire remonter les bretelles par le COP, etc. Donc bravo à Lyon de s'être restructuré comme ça si vite. Je dis pas qu'ils vont jouer l'Europe, je dis pas que ça va aller bien toute la saison. Je pense vraiment qu'en plus avec les 3, 4, 5 recrues promises en janvier, ça pourra aller que mieux encore. Ils sont déjà sortis de la zone de relégation. Pour moi, bien sûr que Clermont, Lorient, Toulouse, Metz sont des clubs bien moins forts, avec bien moins de certitude, et que voilà, c'est vraiment une chose qui peut donner un peu avant Noël de cœur aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Yes Weekend qui me demande, as-tu un avis sur le mec de MLS pour la doublure de Lodi? Non, je n'ai pas trop regardé la MLS chez Rami, donc je ne sais pas sur ces matchs ce qu'il a fait. Voilà, les amis. Allez, tu as vu le verdict? Oui, on en a parlé tout à l'heure pour Galtier. Voilà pour ce bilan top-flop mi-saison. Vous savez déjà ce que je pense de la bataille pour la relégation. On a parlé de Neymar, on a parlé de Super League. Il est 14h07, les arrêts de jeu du dernier Dash Foot avant la petite pause de Noël. S'il y a des questions sur lesquelles je ne suis pas revenu, des choses à me dire, par bonne fête et joyeux Noël, parce que ça, je vous le souhaite avec
Grande Passion, Lucio 549, bienvenue à toi parmi les abonnés sur TikTok. Il y aura plein de contenu sur YouTube, abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok aussi là pendant les fêtes parce que je vous ai préparé, je vais encore passer au montage aujourd'hui, demain, je vous ai préparé une interview de 45 minutes d'Arsène Goulamirian qui est le seul et unique champion du monde français de boxe actuellement. C'est énorme et il manque pleinement de reconnaissance puisque les diffuseurs n'ont pas mis assez d'argent sur lui. Il va devoir combattre en mars son titre réunifié en WBA à Los Angeles. Il va ensuite, dans les mois à venir, c'est ce qu'il a prévu en tout cas, s'il défend avec succès son titre sur les 3 prochains combats, il veut défier Anthony Joshua en poids lourd. Ça va être énorme, donc des grosses annonces dans cette vidéo. Il y aura une grosse vidéo YouTube de 45 minutes et puis on va séquencer ça en petites vidéos, en petits extraits pour les contenus de la semaine prochaine. Pendant 10 jours, il y aura aussi une interview du patron de WizWedge pour la série Le Brancard sur ma chaîne YouTube pour le sport santé et la prévention des blessures. Voilà les amis, vous avez déjà dit qu'Angelo serait Ballon d'Or en 2025. Attends encore un petit peu plus d'Angelo, mais pourquoi pas, on lui souhaite en tout cas. Quand un autre, c'est Thibaut, c'est cadeau. On l'a fait, il n'y a que un ou 2 cadeaux qui n'ont pas trouvé preneur. Il y avait le maillot du PSG notamment, truc de fou, de cette saison Ligue des Champions en plus, qui est derrière. Donc une soirée c'est Thibaut, c'est cadeau quiz, on pourrait essayer de refaire ça d'ici la fin de saison. Normalement, c'est 2 par saison maximum qu'on a fait au 1er novembre. On fera certainement en fin de saison. La vente OM du nouveau, des rumeurs de départ à l'OM, Vitinha, Unai, non, je sais pas. Super plateforme de streaming gratuite Super League, on en a parlé tout à l'heure, Corse 012. La rumeur Kamada, j'ai pas pour l'instant d'infos là-dessus, mais Longoria a dit qu'il n'y avait pas de problème financier. La vente OM du nouveau, pas plus que ce que je vous ai dit avec les hyper haute confirmation que j'ai eu au niveau de ministère et de cas d'homme d'affaires, etc. à novembre-décembre. Les confirmations de David Berger de son enquête de son côté qui rejoint la mienne, ça c'est une grande nouveauté. Les médias saoudiens qui en parlent ouvertement et désormais tout le monde qui a le sourire à ce sujet-là. Pour ce qui arrive à l'OM, ça va être du lourd, du très gros, un énorme projet, on le sait. Et l'OM représentait tellement peu par rapport aux investissements globaux entre pays et de ces investissements mis en place, pas en premier. Voilà, les amis. Oui, bien sûr qu'on se mettra en direct si jamais je prends le matos, si jamais officialisation pendant la trêve. Enfin, la famille passe avant quand même, c'est-à-dire que si c'est le 24 décembre au soir, il n'y aura pas de live. Le 25 décembre au matin, il n'y aura pas de live. Voilà les amis. Mais en tout cas, on est ensemble, ne vous inquiétez pas. On a suivi ça de bout en bout, donc on suivra jusqu'au bout. Bien entendu, en toute transparence, honnêteté et avec le plus d'ondes positives possible parce qu'on essaye d'embêter personne, de faire le travail, d'être transparent, d'informer les supporters aussi, de prendre du recul par rapport à la désinformation, le bazar médiatique, le tout et son contraire. On l'a fait. C'est de faire une très très belle année. On a dépassé les 10 000 followers sur Twitch, quelque chose qui vaut de 100 000 sur YouTube, de peut-être 500 000 sur TikTok, c'est selon les réseaux, c'est pas la même chose. Et donc ça, c'est une grande satisfaction. 70 000 sur TikTok, 60 000 sur Insta, la chaîne YouTube qui décolle bien, on est à bientôt à 32 000, 33 000 sur YouTube, c'est propre. Sans putaclic, toujours en étant informé d'être nous-mêmes. Merci à la team modérateur, Najga, Michael, Douni12, tout le monde, là, tous ceux qui sont dans la team aussi, de Crimo et les autres sur Twitch. Voilà, on a vécu une incroyable année. Je me suis jeté à l'eau au mois de juillet pour vous, parce qu'on avait on avait franchi des caps incroyables. On continue, on avance ensemble. Le livre s'écrit, pas assez vite à mon goût, mais on avance, on travaille. J'essaie de couper aussi juste quelques petits jours, même si j'aurai encore un peu de montage, etc. Pour Noël, ça fait du bien parce que là, vous savez, journaliste, même avec les réseaux sociaux et tout, on coupe jamais. On est tout le temps en train de répondre à quelqu'un, d'être sur des sujets, de recevoir une info à toute heure. Super League, je discute même la nuit avec des gens là-dessus. Il y a plein de sujets même où tu as des infos, mais tu n'en parles pas forcément à l'antenne et tout, parce que soit tu peux pas les donner, soit tu n'as pas assez d'infos, c'est pas assez recoupé. Donc il y a un travail de l'ombre et une perte de temps parfois sur des sujets où tu fonces et finalement ça donne rien. Donc, c'est juste perdu comme temps. Donc voilà, il faut se rendre compte de tout ça et c'est avec plaisir de continuer à s'en parler ensemble en toute transparence. C'est vous en tout cas la magie de tout ça, ce qui vous faites le succès. Sans vous, il n'y a rien. Hugo59, merci pour ton follow. On est 10 204. On a franchi les 10 200 aujourd'hui. On fonce vers les 10 300 désormais sur Twitch. Mexicano, Yuma,
Max, merci pour vos subs également sur Twitch du fond du cœur. On se met un petit truc gaulerie quand même pour finir l'année ensemble. On se met quoi? Luigi ou j'ai le Escousse de Thiago Silva. J'ai pas touché. J'ai l'imitation de Daniel Leclerc de Luis Enrique qui est toujours très fort. En tout cas, sachez-le, en toutes circonstances, dans la vie, dans le foot, merci pour le vivre les Arméniens, dans la vie, dans le foot, il faut toujours garder nous a remis les épaules sur la tête. les épaules sur la tête. Ça, c'est très important. Les amis, passez de bonnes fêtes. Faites attention à vous, surtout, première chose. Prenez soin de vous et des autres. Ça, c'est un mot que je vous dis toute l'année, mais peut-être encore plus pendant les fêtes. Toujours un petit mot, un petit truc pour les gens autour de vous. Ça, c'est important. Max, Jonathan, Andy, je vous embrasse tous. Tienley aussi qui vient de nous rejoindre. Ça fait plaisir. J'ai pas touché. Vous voulez le j'ai pas touché plutôt que le Luigi ou les autres? Eh ben, allez, on va se jouer un j'ai pas touché pour finir la saison. 1, 2, normalement. Déjà 2 fois. Voilà. Non, j'ai pas touché. Déjà 2 fois. J'ai pas touché. Brandon Nao, qu'on a eu de la chance de recevoir sur l'émission hebdo de Team Football Carton Jaune le lundi soir. C'était marrant de discuter avec lui, avec son futur de coach. Voilà, ma blessure c'est terminé, ça y est, mais merci de prendre des nouvelles. Blessure au genou, inflammation, tendon, etc. Mais j'ai des amis ostéo et kinés qui sont formidables et qui ont tout compris au lieu de me laisser juste au repos à attendre. Ils m'ont débloqué la cuisse, le quadri, les ischios et ils m'ont remis en selle très vite. J'ai pu rejouer, recourir. On va du coup pouvoir organiser comme d'habitude avec certains amis mon petit foot de Noël. On fait toujours un petit foot à Noël entre amis pour éliminer aussi et se revoir une fois par an avec certaines personnes. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et des autres et on se retrouve 8-10 jours, on lance le Dash Foot, suivez tout ça, il y a le canal Dash Foot aussi sur mon compte Instagram, vous inquiétez pas, on est là et puis il y aura plein de contenus qui vont être diffusés partout, TikTok, Twitch, YouTube, que ce soit en shorts ou en vidéo plus longue d'ici à la rentrée du Dash Foot en direct. Bye bye.